la nationalité. Voilà, sur le territoire, on estime qu'un Français doit avoir plus de droits qu'un étranger, parce qu'il est chez lui, et que de cette façon-là, ça nous paraît évident que la solidarité lui aille d'abord à lui, surtout en période de crise. Le deuxième argument, c'est l'antiparlementarisme. J'aimerais bien nous expliquer en quoi nous sommes antiparlementaristes, puisque nous sommes les seuls dans cette classe politique à défendre les prérogatives du Parlement, qui aujourd'hui sont totalement transférées à l'Union européenne, puisque vous savez que la majorité des compétences régaliennes, d'ailleurs, sont aujourd'hui, appartiennent à l'Europe. Ce n'est plus vous, Français, qui décidez du destin de votre pays pour votre pays, mais c'est l'Union européenne, et en particulier la Commission européenne, qui est une commission non élue, qui décide de notre politique économique, de notre politique budgétaire depuis quelques mois, puisqu'il y a quelques mois, le traité a été voté par l'UMP et le PS, de notre politique migratoire, de notre politique monétaire, bref, de quasiment l'ensemble de ce qui fait notre quotidien. Donc nous sommes justement pour que le Parlement retrouve ses compétences, retrouve son pouvoir, et nous sommes également pour redonner sa légitimité au Parlement à travers la proportionnelle, pour qu'elle soit véritablement représentatif du peuple français, et pas seulement une espèce de coquille vide qui auto-élirait des élites complètement déconnectées du peuple français. Le troisième argument, c'était le totalitarisme. J'aimerais bien qu'on nous explique également en quoi nous sommes totalitaires, nous qui sommes le seul parti politique en France à défendre le référendum sur tous les grands sujets de société, qui sommes pour l'utilisation systématique du référendum à chaque révision constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dénoncer quelque chose d'aberrant, c'est que dans la Constitution française, il existe un article 89.3 qui, dans l'esprit de la Constitution initiale, avait pour principe, pour chaque réforme constitutionnelle, le référendum. Le Congrès, c'est-à-dire la réunion du Parlement, était une exception. Charles de Gaulle, d'ailleurs, lui-même, au moment de la mise en place de cette Constitution, avait dit, oui, le Congrès sera utilisé pour les réformettes, c'est-à-dire pour les révisions constitutionnelles qui sont trop techniques, on va dire, ou suffisamment dérisoires pour ne pas avoir à mobiliser le peuple français. Ben, la vérité, c'est que la coutume politique a inversé le principe. Le Congrès est devenu le principe, le référendum est devenu l'exception. Avec d'ailleurs des conséquences graves, puisqu'aujourd'hui les Français ne sont plus sollicités sur des révisions constitutionnelles majeures, et quand ils sont sollicités, quand on daigne les solliciter, comme ce fut le cas notamment sur la Constitution européenne, eh bien, quand le résultat ne va pas, eh bien, c'est pas grave, on va faire comme si ça n'avait pas existé, et puis quelques mois après, on va passer pour le Congrès pour imposer les mesures que vous n'avez pas voulues. Voilà ce qui se passe en France, la grande démocratie française qui donne des leçons à la terre entière, qui se permet de violer l'opinion française, l'opinion des Français, lorsqu'ils s'expriment directement. Donc je ne vois pas en quoi on peut nous traiter de totalitaire, ni d'anti-parlementaire, et encore moins de raciste. Donc en cela, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. Nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. Donc n'ayez pas de culpabilité à avoir là-dessus, puisque ça n'est pas évident, je sais, d'être à contre-courant. C'est beaucoup plus facile d'aller dans le sens, dans le sens de la vague, dans le sens du courant, surtout lorsque l'on est face à des gens qui sont d'une grande malhonnêteté intellectuelle, mais qui n'ont pas de leçons à nous donner. Je veux dire, ils sont en échec. Leur politique est un échec. Leur politique économique est catastrophique et ils viennent nous donner après des leçons de compétences. Donc le Front National n'est pas compétent, mais regardez ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est 2000 milliards d'euros de dettes. C'est un asservissement total au marché financier. Et aujourd'hui, à l'Union européenne, c'est un chômage à 10%. C'est une précarité généralisée. C'est une communautarisation de la France. C'est un malaise d'être français. Mais quelles leçons avez-vous à nous donner sur vos résultats, vous qui, excusez-moi, des partis quand même de gens qui sont des corrompus, pour la plupart d'entre eux, parce que même dans notre gouvernement, nous avons des gens qui ont été condamnés, c'est le cas de M. Hérault, ou M. Harlem Désir, qui donne des leçons de morale à tout le monde, qui a été condamné 3 ou 4 fois, je crois, et c'est ces gens-là qui viennent nous donner des leçons, alors qu'ils ont été condamnés à plusieurs reprises pour avoir détourné de l'argent public. Là, c'est pas du délit d'opinion, hein, c'est voler l'argent des Français, là, c'est quand même pas la même chose. Donc n'ayez pas de complexe à avoir face à ces gens-là. Ce sont des gens qui se protègent
De la même manière qu'ils font venir sur les plateaux télé des experts ou des économistes qui les arrangent, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui de plus en plus d'économistes, y compris des prix Nobel, je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site du Front National, vous avez un document très complet là-dessus sur l'euro, qui nous rejoignent, qui sont d'accord avec nous, mais ces gens-là ne sont jamais invités sur les plateaux de télé. Jamais. Parce que, je vous le dis, leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Voilà, leurs intérêts ne sont pas les nôtres, leurs amitiés ne sont pas les nôtres, et que sociologiquement, cette classe politique est très fermée, très caractérisée. D'une certaine manière, les frasques de M. Hollande ont été assez révélatrices ces dernières semaines. Voilà, la classe politique française, c'est on vit dans le triangle d'or parisien, 7e, 8e, 6e, on traîne entre les journalistes et les comédiens, et on a l'intégralité de nos enfants à l'école privée, parce que c'est ça quand même, hein, c'est l'école de la République, c'est merveilleux, ah là là, mais ça c'est pas pour leurs enfants. Ça c'est pas grave, hein, la théorie du genre et tout, non, ils sont dans leurs belles petites écoles privées, et c'est comme la mixité sociale, quoi. Quand même, la mixité sociale, c'est merveilleux et tout, mais c'est pas eux qui la vivent, la mixité sociale, hein. C'est vous. Parce que ça, par contre, ça, pour mettre le peuple et les gueux en mixité sociale, c'est merveilleux, la mixité sociale, vous allez voir, le multiculturalisme, c'est génial, mettez vos enfants à l'école de la République, pour que leur niveau soit bien mauvais, qu'ils aillent bien se faire emmerder à la sortie de l'école par les petits groupes, ça, c'est eux, ils le vivent pas, ils ne le vivent pas, donc ils peuvent vous donner des leçons de morale, il n'y a pas de problème. Ils ne vivent pas la même chose que nous, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, ils vivent dans un cercle fermé qui n'est pas représentatif de ce que vivent les Français dans leur quotidien. Donc moi je n'ai pas de leçons à recevoir de ces gens-là, et vous n'avez pas à en recevoir non plus. C'est ce que je vais vous dire ce soir, les attaques vont être rudes, parce qu'à partir du moment où nous risquons de les faire tomber, c'est toutes leurs amitiés qui tombent, c'est tous leurs petits arrangements, c'est leurs gamelles, d'une certaine manière, qui tombent. C'est leur système depuis 30 ans qu'ils ont mis en place, et donc ils ne se laisseront pas faire. Et ils iront très loin en cela. Rien ne les arrêtera, hein, de calomnie à la diffamation, quitte d'ailleurs à faire de la répression politique, parce que, pardonnez-moi, mais ce cher monsieur Valls, pareil, qui parle de république et de démocratie à longueur de temps, que l'on soit d'accord ou pas, sur le fond, ça n'est même pas la question, même moi si je suis d'accord avec les manifestants de la Manif pour tous, mais ce qui a été fait pendant ces mois est hallucinant. Des arrestations arbitraires en masse, des prolongations de garde à vue par le procureur totalement arbitraires, hein, des réactions, des ordres donnés aux forces de l'ordre totalement disproportionnés par rapport aux risques qui ont été menés. Donc une véritable volonté de répression politique, quand ça n'est pas clairement la liberté d'expression qui est attaquée, parce que des projets de loi sont en cours en ce moment pour restreindre les libertés sur Internet. Parce que quel est le seul lieu aujourd'hui de totale liberté d'expression? C'est Internet. Et en cela, ça leur échappe et ça leur fait peur. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont commencer à restreindre ces libertés, toujours au nom de grands principes, hein, de lutte contre la haine, de choses comme ça. Enfin, faut voir ce qu'eux considèrent comme rentrant dans leurs critères, hein, c'est toujours la même chose. Une autre affaire d'ailleurs qui est inquiétante, je m'attarde quelque peu dessus, bien qu'elle soit extrêmement polémique, toujours pareil, c'est extrêmement compliqué d'en parler de façon sereine, c'est l'affaire Dieudonné. Je vous parle même pas du question sur le fond du personnage, c'est même pas la question, bien que voilà, la liberté, ce qu'il faut savoir c'est que la liberté d'expression se mesure justement lorsque les propos sont choquants et justement lorsqu'ils heurtent. La liberté d'expression, elle ne se mesure pas lorsque les propos sont anodins, qu'on parle des fleurs ou qu'on fait une blague sur les belles-mères. C'est pas ça. La liberté d'expression, elle se mesure justement lorsque l'on n'est pas d'accord, justement lorsque ça heurte, justement lorsque ça ne nous convient pas. Et je dois vous le dire, ce qui s'est passé, la jurisprudence du Conseil d'État, l'arrêt du Conseil d'État qui a été émis suite à l'affaire Dieudonné est extrêmement inquiétant. C'est arrêt d'ailleurs qui est on le sait, hein, un arrêt totalement politique, hein. Le Conseil d'État était sommé de rendre cette décision, ça me paraît évident. En cela, il revient sur une jurisprudence qui date de 1933, qui considérait que l'on ne pouvait interdire a priori un spectacle ou une réunion publique s'il y avait trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, c'est quelque chose de caractérisé, hein. Ce sont des émeutes, c'est des violences, des dégradations, ce qui a priori là n'était pas le cas, ou sous atteinte à la dignité humaine. Et ils ont rajouté ce critère. Donc maintenant on peut a priori interdire une réunion publique ou un spectacle humoristique sous prétexte qu'il serait potentiellement tenu des propos condamnables. Alors
Je vous le dis, le problème c'est que cela va aller beaucoup plus loin, parce que ils ne vont pas s'arrêter là. Madame Najat Vallaud-Belkacem a dit quelque chose de très intéressant suite à cette affaire. Elle a dit alors c'est très bien, parce que du coup maintenant nous allons pouvoir interdire des réunions politiques dans lesquelles sont tenus des propos racistes. Ben voilà, suivez mon regard, on y est. Évidemment, qui vise-t-il? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident, et ils ne se gêneront pas. Je vous le dis franchement, ils ne se gêneront pas. Donc pour l'instant, ils en sont à la malhonnêteté intellectuelle. Je vois les articles se multiplier en disant oui, encore un désistement du Front National, c'est catastrophique. En un an, ça y est, le Front National n'arrive pas à rassembler 3 personnes. 3 personnes sur des centaines de candidats et plus de 800 têtes de liste. 3 personnes, dont une était quelqu'un qui était viré par l'UMP et récupérée par lui, la deuxième, une jeune femme à Marseille qui n'a pas eu la place qu'elle voulait, et le troisième qui était adhérent depuis 1 mois, et qui immédiatement, au bout d'1 mois, est allé vite réciter sa leçon sur Canal+ en disant « Ah vraiment, hein, le Front National devant, c'est la façade, et derrière, ils sont racistes. » Ouais d'accord, on a compris l'idée. Voilà, donc tout est comme ça, et tout sera comme ça, et ils vont monter en mayonnaise des phénomènes totalement dérisoires et anecdotiques, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Front National progresse. Il progresse de façon massive dans le cœur et l'esprit des Français. Il suffit de regarder des sondages d'opinion comme le Cevifop, qui ne parlent pas directement du Front National, mais qui parlent des mesures défendues par le Front National sur l'Europe, sur l'euro, sur l'immigration également, sur le protectionnisme, où on voit que maintenant la majorité des Français, sans parler du parti, sont d'accord majoritairement avec nous. Donc il y a une progression, et je crois que les 8 listes dans la Loire le prouvent. Je vous dis, passer de 0 à 8 listes, avec des listes qui sont quasiment bouclées, beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Donc il y a une évolution, il y a une prise de conscience dans ce pays, après des années de bâillonnement, et cela les terrifie. C'est pour ça que je viens à vous ce soir pour vous dire, c'est le moment, maintenant, c'est le moment d'y aller. Il ne faut pas attendre, c'est le moment de militer, c'est le moment d'être candidat, c'est le moment d'apporter vos conséquences, même si ça n'est pas évident, même si on a toujours de bonnes raisons de ne pas y aller parce qu'on est commerçant, parce qu'on a sa sœur qui est stagiaire au conseil général, parce que finalement ça ne va pas faire plaisir à ses beaux-parents. Je comprends cela, je comprends la difficulté, mais je vous le dis, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous pensez, et encore moins d'ailleurs de ce que vous êtes. Donc en cela, il ne faut pas hésiter à y aller, parce que notre pays va mal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je le crois capable de sortir de cette crise. Mais mon grand-père avait coutume de dire, je trouvais cette expression assez parlante, qu'entre le nez et la bouche il y a 1 centimètre. Sauf que le problème c'est que quand on est dans l'eau, bah, c'est le centimètre, vous voyez, qui est vital. Et je crois très honnêtement que vu la situation, il n'est pas trop tard pour réagir, mais maintenant il faut y aller. Ça suffit. Ça suffit maintenant de se faire traiter comme ça suffit en permanence de se faire insulter, ça suffit maintenant en permanence d'être les victimes de politiques que nous ne soutenons pas, contre lesquelles nous luttons, ça suffit maintenant de mettre des bulletins dans l'urne qui ne valent rien, parce que messieurs et mesdames s'arrangent entre eux et s'appellent à voter entre eux systématiquement, ça suffit. Ça suffit, et faites-le savoir. Dites-le avec nous, parce que j'aurais beau crier avec ma petite voix de Barbie dans l'hémicycle, et Marine avec sa voix un petit peu moins de Barbie sur les plateaux télé, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ceux qui font la différence, c'est vous qui sur le terrain amorcez le changement par une poignée de main en discutant autour de vous, et surtout en affichant votre absence de complexe. Ne minimisez pas votre importance au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et surtout je vous souhaite beaucoup de courage à vos candidats. Je suis très fière d'eux. Vous pouvez les applaudir. Merci Marion. Je pense que grâce à tes encouragements, nos candidats, nos policiers ont envie de chanter la Marseillaise. On a les jeunes de la Fédération de la Loire qui nous reviennent d'un week-end et quelques jours, qui se placent autour de nous. Et nous avons tous envie de chanter cette Marseillaise.
ça nous fait chaud au cœur que tu sois venu jusqu'à nous. On va reprendre notre travail avec courage et pour te remercier, notre adhérent qui est chocolatier et qui est traiteur.